Le détroit de Gibraltar est son rocher mythique. Nous sommes à l'extrémité sud de l'Espagne. C'est ici que l'Europe s'arrête. Ce soir, la tempête fait rage. Ce cargo n'a d'ailleurs pas résisté à la violence des vagues. Il s'est échoué en pleine nuit sur un récif. Bonsoir Tarifa. Je vois un de vos bateaux à 7 ou 8 km au sud de Cascabel. Il se passe quelque chose là-bas? Nous sommes côté espagnol au centre de surveillance maritime du détroit. Ici, de jour comme de nuit, les hommes de la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, observent le détroit. 14 km de large, au nord l'Espagne, au sud le Maroc. En ce moment, il y a 113 bateaux dans le détroit. Avec cette manette, les gendarmes commandent une vingtaine de caméras thermiques réparties sur 100 km de côte. Un regard perçant, les caméras voient jusqu'à 15 km. Comme ce cargo duquel un marin balance des ordures dans la mer, sous les yeux des gendarmes. Mais ce soir, la Guardia Civile a d'autres chats à fouetter. Car les nuits de tempête, ce sont les nuits de trafic de drogue. Le détroit de Gibraltar, c'est la route du cannabis. Et pour tromper la surveillance, les trafiquants jouent au petit malin. Beaucoup de gens appellent par téléphone pour dire qu'ils sont en danger. Mais la plupart du temps, c'est pour faire diversion, pour amener ton attention sur une zone. Et pendant ce temps-là, les trafiquants rentrent par une autre zone, avec des clandestins ou du hashish. Dehors, la tempête se déchaîne. Au milieu de la nuit, un appel intrigue les gendarmes. De son téléphone portable, un homme sur un bateau en perdition demande de l'aide. Il prétend être au large du rocher de Gibraltar. Oui, donnez-moi votre position. Oui, donnez-la moi. Vous êtes combien à bord? 4. Vous n'avez pas de lumière, vous n'avez rien? Vous avez tout perdu? Bon d'accord, on va voir si on arrive à vous localiser. Ok. Ces 4 hommes sont sur une petite embarcation. Sont-ils de vrais naufragés ou bien est-ce une diversion organisée par des trafiquants? Pour le moment, c'est un mystère. Avec la tempête, impossible de vérifier précisément la situation. Tu vois l'embarcation au radar? Non, le radar n'indique rien du tout. Et toi, tu la vois avec ta caméra? Non, je ne vois rien du tout. C'est impossible. Il y a trop de brouillard. La caméra n'arrive pas jusque-là. Il y a un de ces brouillards. 30 minutes de doute, puis un coup de chance. Ça y est, leur bateau a été localisé. Ah bon? Oui, c'est un navire de guerre américain qu'ils a repéré. La petite embarcation existe donc bien. Elle se trouve à 10 km des côtes espagnoles. Ici, vous pouvez voir le grand navire de guerre qui protège du vent et des vagues ce tout petit point noir qui est leur embarcation de 7 mètres à la dérive. Les naufragés ont perdu leur moteur. Le bateau risque de se retourner à tout moment et ils peuvent tomber à l'eau. Les gendarmes préviennent immédiatement les secours en mer. L'embarcation ici en blanc peut être sauvée. La vedette de sauvetage vient de récupérer les 4 hommes. Ils ont été hissés à bord. Ça y est, ils sont emmenés au port d'Algeciras. Il est 2 h du matin, le bateau de sauvetage vient de rentrer au port. Les 4 naufragés sont sains et saufs, mais pour eux, la nuit n'est pas finie. Car au port, un comité d'accueil les attend, la Guardia Civile. Allez, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore pardon pour le dérangement. Pour les gendarmes espagnols, il y a de fortes chances que ces naufragés soient des trafiquants en perdition. Car en pleine tempête et à cette heure avancée de la nuit, ces hommes n'avaient a priori rien à faire en mer. Vous êtes partis du Maroc? Ouais. Vous êtes tous les 4 espagnols? Oui, tous les 4. Vous avez vos papiers? Non, je ne les ai pas sur moi. Mais vous connaissez vos identités, non? Oui, bien sûr. Les 4 hommes affirment avoir quitté le Maroc le matin même, puis être tombés en panne de moteur. Ils prétendent qu'en fait, ils sont allés sauver quelqu'un, mais leur récit n'est pas très convaincant.
Pourquoi avez-vous pris la mer avec une tempête pareille? Bien, on est sorti en mer pour aider notre ami. Les sauveteurs sont venus nous secourir. Eh bien, nous, on a voulu faire pareil avec cet ami. Et cet ami, il est où maintenant? Maintenant, eh bien, il est chez lui. Non, l'ami ensuite est rentré de lui-même. Les gendarmes espagnols ont du mal à croire à cette histoire. Ils pensent que ces 4 naufragés ont pris tous ces risques pour une seule raison, transporter de la drogue. Car il y a des détails étranges. L'un des naufragés cache sous son manteau un téléphone satellite, un matériel très prisé par les trafiquants du détroit. Un autre reste prostré et cache son visage devant notre caméra. Le chef de la patrouille, lui, semble embarrassé. C'est étonnant de voir des personnes en mer avec un temps pareil. Oui, c'est étrange. C'est-à-dire? Non, je peux pas en dire plus, là. Là, comme ça, sans marchandises, sans rien, on peut rien dire. Leur embarcation n'est pas espagnole, les conditions étaient très mauvaises, ils ont été sauvés, c'est tout, il n'y a rien de plus, hein. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de plus, mais je me le garde. Je peux pas t'en dire plus, hein, merci. Mais un naufrage n'est pas un délit. Ces hommes ne sont pas en possession de drogue et leurs identités sont confirmées. Malgré les soupçons, les gendarmes vont les relâcher. Ils sont espagnols? Ils sont espagnols. Les 4? Oui, les 4. Et que va-t-il se passer maintenant? Pour eux, maintenant, plus rien. L'ambulance va arriver et les prendre en charge. Mais l'ambulance, ils n'en veulent plus. Ils viennent de passer une journée en mer, ils ont failli perdre la vie. Mais surprise, les 4 naufragés préfèrent s'en aller à pied. Et l'un d'entre eux continue de cacher son visage derrière une serviette. Vous étiez en train de faire du trafic de drogue? Non, non, nous ne transportons rien, nous. Et qui transportait la drogue? Je ne sais pas. Eux, ils étaient dans le détroit. Ils nous ont appelés à l'aide, à l'aide. Ensuite, on a pris la mer, mais on s'est perdu et notre moteur est tombé en panne. Mais ce sont des gens qui font du trafic de drogue? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Les naufragés disparaissent définitivement dans la ville, emportant avec eux leurs secrets. Des histoires comme celle-ci, il en arrive tous les jours dans le détroit de Gibraltar. La Guardia Civile en rigolerait presque. Le détroit de Gibraltar est un lieu incroyable, non? Oui, incroyable. Très proche du Maroc. Ici, il y a 2 cultures. Mais ça va, on est là pour ça, non? Le détroit de Gibraltar, avec seulement 14 km de large, est un carrefour maritime unique au monde. Au nord, l'Espagne et la colonie britannique de Gibraltar. Au sud, le Maroc. Dans ces eaux se croisent tous les jours des cargos, des sous-marins militaires, des chalutiers, des vedettes de la police espagnole, marocaine ou britannique. 100 000 navires par an, dont les fameuses pateras, ces embarcations de fortune dans lesquelles s'entassent les clandestins en route vers l'Eldorado européen. L'an dernier, 130 cadavres ont été récupérés dans le détroit, c'est en tout cas ce que la mer a rendu. Le détroit de Gibraltar, c'est aussi la route du hashish. Car c'est de ces champs de cannabis marocain que provient la résine, vendue dans toute l'Europe. Alors, entre gendarmes espagnols et trafiquants marocains, c'est une course de vitesse permanente. Sur ces bateaux ultra rapides, les trafiquants atteignent l'Espagne en moins de 15 minutes. Chaque année, une centaine de tonnes de hashish sont saisies sur les côtes du sud de l'Espagne. Nous avons pointé notre caméra des 2 côtés du détroit. À Algeciras, en Espagne, le lieutenant Pablo est à la poursuite des trafiquants. Ça, c'est des mallettes qui pèsent 30 kilos à peu près. Allez, on charge. Dans une ville côtière marocaine, le maire, lui, n'en peut plus de ces Zodiacs qui quittent ses plages avec de la drogue. C'est honteux d'héberger ce genre de trucs-là pour un pays qui se veut plus
démocratique. Je dis que c'est une honte d'héberger ça. Vous ferez aussi la connaissance de Khalid, qui a traversé le détroit clandestinement. Il a 17 ans et il veut à tout prix rester en Espagne. Je veux apprendre l'espagnol pour pouvoir parler avec les gens, pour vendre beaucoup de choses, pour travailler, pour mon avenir. Au pénitencier d'Algeciras, Stéphane purge sa peine. Un touriste français tombé pour trafic. Tu ne savais pas qu'il y avait des shit dans ta voiture? T'es sûr? Gibraltar, c'est le détroit de tous les trafics. À côté du rocher de Gibraltar se dresse la baie d'Algeciras, côté espagnol. Toutes les demi-heures, un ferry arrive en provenance du Maroc. 10 000 passagers, 3 000 véhicules par jour, et à chaque débarquement ou presque, de la drogue. C'est pour cela qu'il y a des chiens. Pour trouver la marchandise, ils fouillent sans ménagement à l'intérieur des voitures. Et qui va m'arranger tout ça, là? Les douaniers repèrent les véhicules suspects, ceux qui font la traversée un peu trop souvent. D'autres sont choisis au hasard. Ce touriste français est furieux. Par contre, quand il casse la bagnole, c'est pas grave. Il faut que j'aille voir avec la douane. Comme ça, le chien il monte sur les balustrades comme s'il était chez lui, c'est pas bien. La méthode est certes un peu radicale, mais elle porte ses fruits. Quelques jours plus tôt, le chien a trouvé du hashish. La drogue était pourtant bien cachée dans cette golfe noire. Tu vois le double fond qu'il y avait là? Ici, dans le tableau de bord? C'est dans ce trou qu'étaient les pains de hashish. On a fait venir le chien, il a senti la drogue. En ouvrant, on a compris que c'était vrai, qu'il ne s'était pas trompé. 15 kilos ont été découverts dans cette voiture. Tableau de bord, système de ventilation, portière. Le véhicule a été dépecé entièrement. Ici, dans les voitures, chaque espace peut devenir une cachette. Les pains de hashish sont dissimulés sous les tableaux de bord, sous les banquettes, mais aussi dans les ailes, dans les portières et même dans les pneus. À l'arrivée des passagers en provenance du Maroc, tous les bagages sont également passés au scanner. Mais à Algeciras, les trafiquants introduisent la drogue par un autre moyen. Ils se révèlent très inventifs. C'est devenu plus compliqué pour eux de faire passer de la drogue dans les bagages. Maintenant, ils la mettent dans le corps ou alors ils la cachent dans l'organisme. On les appelle les mules. Et dans le détroit de Gibraltar, certaines femmes utilisent ce moyen pour gagner leur vie. Ce matin, Juan, un douanier espagnol, a arrêté une de ces mules. Dans son corps, les douaniers ont retrouvé cette boule de 400 grammes de hashish. Cette femme est marocaine ou espagnole? C'est une marocaine. Demain, elle sera présentée au juge. Il décidera si elle reste en liberté ou si elle va en prison. Voici la femme qui vient d'être arrêtée. Elle reçoit la visite d'une avocate commis d'office. C'est la première fois que cette passeuse marocaine se fait prendre. Demain, tu verras le juge. Tu lui expliqueras que c'est la première fois, que tu ne l'as jamais fait avant et que tu ne le feras plus. Si tu lui dis ça, tu n'iras pas en prison. Je pourrais partir? Oui, mais il faut attendre jusqu'à demain. Demain, tu rencontreras quelqu'un qui pourra t'expliquer les démarches à suivre. Mais ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. D'accord? Est-ce que je vais pouvoir sortir? Oui. Ah, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je te le jure. Mais ne recommence plus jamais ça. Non, non, plus jamais je ne reviendrai à Algeciras. Mais le plus surprenant, c'est la manière dont ces femmes cachent la drogue.
Depuis 20 ans, à la douane du port, Maria effectue les radiographies sur les passeuses. Menacée régulièrement par les trafiquants, cette infirmière a refusé de montrer son visage. Ce que Maria découvre dans le corps de ces femmes est difficilement imaginable. Ce que vous voyez là, ce sont des œufs de hashish de 700 à 800 grammes, durs comme du bois. Ils sont confectionnés pour que ces femmes puissent l'introduire dans leur vagin. Ces passeuses sont appelées en Espagne les vagineras. Ce que vous observez sur cette radio, c'est un œuf de hashish dans un vagin. Cela correspond à une boule de cette taille. Elle est introduite dans le vagin et pèse 800 à 900 grammes. Le record ici à Algeciras est de 1 kg et 255 grammes. Dans le vagin? Oui, dans le vagin. Comme un fœtus qui aurait 5 mois. Si cet œuf pèse 700 grammes, si tu rajoutes celui-là, c'est à peu près ça. Pour transporter la drogue, les vagineras mettent leur santé en danger, car les œufs sont manipulés sans précaution. En général, elles ont toute une infection parce qu'il y en a très peu qui mettent un préservatif sur l'œuf. Elles l'enveloppent avec du cellophane, un film transparent de cuisine. Tout le monde le touche et ensuite, elles introduisent l'œuf. Les douaniers espagnols arrêtent en moyenne une mule tous les 3 jours. Jamila, la vaginera arrêtée ce matin, sera présentée demain devant le juge. Mais là, juste après son arrestation, elle est évidemment bouleversée. À 45 ans, Jamila est veuve et sans travail. Elle a plusieurs enfants à charge et comme seule ressource, la pension de son mari. J'ai pas d'argent. J'ai pas de mari. Ma vie est très dure. Je n'ai que 300 € par mois pour vivre. Et j'ai 5 enfants. Je ne suis jamais venue à Algeciras avant. C'est la première fois. La première fois que j'emmène de la drogue. Les trafiquants contactent des personnes dans le besoin pour leur proposer de passer de la drogue. Certaines se trouvent obligées d'accepter parce qu'avec 300 €, on ne peut pas vivre. Les réseaux de drogue s'enrichissent de la disgrâce de ces personnes. Bien sûr, il y a aussi des gens qui veulent vivre confortablement et qui passent leur temps à transporter de la drogue. Comment avez-vous eu l'idée de mettre de la drogue dans votre vagin? J'ai pas pensé au mal. J'ai été folle, tu comprends. Je n'ai pas réfléchi au problème, j'ai pensé qu'aux bonnes choses. Les personnes au Maroc me disaient « Tu verras, ce sera bien, tout ira bien. » Et maintenant, regardez, je suis bien là? C'est une femme qu'elle dit ne pas connaître qui lui a remis la drogue au Maroc, ainsi qu'un numéro de téléphone. Elle devait le composer dès son arrivée à Algeciras. Pour jouer la mule, on lui a promis 300 €. Cette mère de famille risquait 1 an de prison. Mais comme c'est la première fois qu'elle est arrêtée, et avec une petite quantité de drogue, elle sera libérée d'ici quelques jours. Pour comprendre d'où vient la drogue qui transite par le détroit, il faut le traverser pour se rendre au Maroc. Nous passons par Tanger, pour nous rendre ensuite dans cette zone verte, sur le plateau du Rif. C'est ici que se cultive le kif, la plante qui permet de fabriquer le hashish. « 75 000 hectares de champs s'étendent sur ces montagnes. Cette culture est pourtant interdite dans le royaume marocain. Mais le Maroc et le kif, c'est une vieille histoire. Dans cette ferme, une petite famille vit de cette culture depuis 5 siècles. C'est ainsi qu'elle gagne sa vie.
et elle ne voit pas où est le problème. Mes arrière-grands-parents, mes parents, cultivaient aussi bien le blé que le kiff. C'est une pratique qui se transmet depuis des siècles, de génération en génération. Tu sais que est-ce que c'est que le kiff qui donne le cannabis est interdit à l'étranger, en Europe? Oui, je sais que c'est interdit, la culture du kiff qui donne le cannabis. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est toléré? Et pourquoi on vient nous l'acheter pour le vendre en Europe? Cultiver le kiff, ici, personne ne s'en cache. C'est une semence comme une autre qui côtoie les graines de blé. Ce paysan gagne 400 € par mois, dont la moitié grâce au kiff. Au Maroc, on estime que 800 000 personnes vivent du hashish, les agriculteurs et leurs familles. Selon eux, sans cette ressource, la vie serait impossible. C'est de plus en plus difficile de survivre. En ville, tout est de plus en plus cher. Se faire couper les cheveux, c'est cher. Acheter des vêtements aussi. Et puis il faut acheter les livres pour l'école des enfants. Son champ de kiff, c'est un élément essentiel de son patrimoine. Et c'est là qu'il reçoit les trafiquants, les futurs acheteurs, pour fixer le prix de vente. Les acheteurs viennent ici sur le champ, ils regardent les premières pousses, ils contrôlent la qualité, le prix est négocié à ce moment-là, bien avant la récolte. Au Maroc, chaque année, ce sont 1000 tonnes de résine de cannabis qui sont produites dans ces montagnes. Et chaque semaine, la gendarmerie espagnole en intercepte en moyenne 1 tonne. Comme sur ces plages de Tarifa ou d'Algeciras. La marchandise est amenée par ces Zodiacs, filmés ici par les gendarmes espagnols. À bord, un pilote et des porteurs capables de décharger plusieurs centaines de kilos en quelques minutes sur une plage. Ces Zodiacs foncent à plus de 80 km/h. Et à cette vitesse, seul un hélicoptère peut encore les suivre. Lorsqu'ils sont pris en chasse, les trafiquants n'hésitent pas à se débarrasser de la drogue. Car s'ils sont capturés sur un bateau vide, le risque de condamnation judiciaire est beaucoup plus faible. Mais chaque paquet jeté, et ce sont 50 000 € au prix de gros, qui disparaissent au fond de la mer. Ce jour-là, une fois allégés de leur cargaison, les trafiquants supplient les gendarmes espagnols de les laisser filer. Mais les policiers ont pour consigne de les arrêter. Supplier, négocier, ne sert strictement à rien. Le plus souvent, la poursuite se termine sur une plage espagnole. Commandement de la Guardia Civile d'Algeciras, il est 21 h. Le lieutenant Pablo, chef de l'une des plus importantes unités antidrogue espagnoles, prépare un gros coup. Il y a quelques heures, il a reçu un tuyau. Ce soir, un Zodiac devrait traverser le détroit. Objectif de l'opération qui se prépare, prendre en flagrant délit les trafiquants au moment même du déchargement de la marchandise sur la plage. La zone la plus chaude est à 3 km à peu près de Tarifa. Faites bien attention à tout véhicule tout-terrain qui rentre dans la zone. Et aussi si vous remarquez des voitures qui passent plusieurs fois près de l'endroit. Bon, l'unité de sécurité civile coupera la nationale en cas de fuite des véhicules. Vous avez des questions? Bon, on y va. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas le visage de ces hommes. L'opération de ce soir pourrait être dangereuse. Le lieutenant Pablo n'a donc pas lésiné sur les moyens. Une quarantaine d'hommes va surveiller la plage. Pourquoi vos hommes sont-ils si nombreux ce soir? Bon, supposons qu'ils arrivent sur un Zodiac rapide. Quand ils arrivent sur la côte, ils sont déjà nombreux sur le bateau. Et ils ont beaucoup de paquets de drogue, jusqu'à 30 ou 40. Ça fait 1 tonne de drogue, hein. Donc, ils ont besoin de gens qui surveillent les routes. Et puis, il y en a d'autres cachés dans la zone pour prendre la marchandise quand l'embarcation arrivera, charger le véhicule et s'enfuir. C'est pour ça que nous aussi, on sera nombreux.
Quand je dirais « on y va », en moins de 6 minutes, soit tout se passera bien, soit tout se passera mal. C'est du 50-50. Pour éviter de se faire repérer, la gendarmerie utilise des voitures banalisées. Direction les longues plages de Tarifa, habituellement très prisées des fans de planche à voile. Il est 22 h, l'équipe du lieutenant Pablo se positionne à 2 km à l'intérieur des terres. Au même moment, des observateurs planquent dans cette forêt près du rivage pour donner l'alerte à l'arrivée de la marchandise. Enfin, un troisième groupe se cache au-dessus de la plage, dans ce camping. Pour tous, c'est une longue nuit d'attente qui s'annonce. Bon, va faire un tour, et nous on attend ici. Et j'emmène Mata avec moi? Mata, va avec Diego. 2 heures après l'arrivée des gendarmes, toujours aucune trace des trafiquants sur la plage. Et pas de chance, la tempête est si forte que les fameuses caméras du centre de surveillance maritime sont inopérantes. L'équipe du lieutenant Pablo est donc dans le flou. Elle en vient même à douter qu'il se passera quelque chose cette nuit. Vous en êtes où, là? C'est un désastre. On n'est plus vraiment sûr qu'un Zodiac arrive sur la plage cette nuit. N'importe quoi peut les faire reculer. Par exemple, la présence de patrouilles de la Guardia Civile les fait renoncer et fuir. Il y a plein de facteurs. C'est pas comme un ferry qui part à 9 h et qui arrive à 11 h. Vous avez des informateurs au Maroc? Non, ça, je peux pas te le dire. L'obligation de n'importe quel corps de police, c'est d'avoir des informateurs de tous côtés, au sein même des bandes organisées, et en dehors des bandes. Avoir des informations, c'est vital. Ce soir, le lieutenant Pablo a eu un bon tuyau. Car 1 heure après leur arrivée, les policiers repèrent une voiture qui ne cesse de passer et repasser sur cette nationale parallèle à la plage. Ok, bien. Où se dirige la voiture? Vers la plage, vers la plage. Bien. Caméra 2. Les policiers commencent à y croire. Une voiture qui fait des allers-retours à cette heure avancée de la nuit, c'est le signe que l'arrivage de la marchandise est imminent. On a vu un véhicule qui appartient à des personnes connues pour faire du gros trafic. Le véhicule, tu le vois de là-haut? Oui, affirmatif. On y va! Dans les voitures. C'est parti, cette fois-ci c'est confirmé, la voiture suspecte vient de s'arrêter sur la plage. Le chargement est peut-être là. Il faut foncer. Charlie 1, on y va, on arrive. Attention. Si vous voyez le véhicule qu'on a repéré, arrêtez-le. Putain de merde. Le véhicule qu'on a repéré, on l'arrête. Là-bas, c'est l'entrée de la plage. À toutes les voitures sur la zone, on recherche une Golf de couleur noire. Il faut l'intercepter. Nous ne connaissons pas la plaque pour le moment. Il y a une voiture là-bas, on dirait. Où ça? Là-bas. C'est la nôtre? Oui, c'est la nôtre, c'est rien. Regarde, la patrouille est là. Les gendarmes vont découvrir sur le parking de la plage un incroyable butin. Derrière ce 4x4 abandonné par les trafiquants, des dizaines de valises de hashish jonchent le sol. Les trafiquants ont été surpris en plein transbordement. Les gendarmes se précipitent sur la plage pour rattraper les trafiquants dans le Zodiac. Et à cet instant, ils ne savent pas encore combien de personnes ils vont trouver sur les lieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'embarcation qui a transporté la marchandise. Regarde là-bas. Les trafiquants ont abandonné leur embarcation, ils ont disparu.
Un autre groupe de gendarmes se lance à leur recherche le long de la plage. Mais pour le moment, les fuyards sont introuvables. Vous avez regardé en bas? Où sont les trafiquants? On ne sait toujours pas. Les trafiquants ont dû fuir si vite que l'un d'entre eux en a perdu une chaussure. Le terrain réserve encore des surprises. Merde, je me suis pris le pied dans une racine. Je suis tombé. Allez, on continue. Sur le Zodiac, le lieutenant Pablo cherche des indices. Ce sont des téléphones satellites pour communiquer en haute mer. Ces étuis imperméables empêchent l'eau de rentrer. Et la logistique des trafiquants ne s'arrête pas là. Ça, c'est du carburant. Ils en emmènent beaucoup parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester en haute mer, ni s'ils vont devoir s'enfuir. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'autant de carburant. Malgré les indices trouvés ce soir, difficile de savoir de quel point de la côte marocaine le Zodiac est parti. Quant aux trafiquants, ils se sont évanouis dans la nature. Et ils abandonnent une très belle prise aux gendarmes espagnols. Cette fois-ci, ils ont tenté un très gros débarquement ici. Il devait y avoir un véhicule supplémentaire, parce que avec ce seul 4x4, c'est pas possible. Mais bon. Le 4x4 a été volé à Madrid. De Madrid à ici, il y a quasiment 800 km. Allez, on charge. 2 h du matin, il faut maintenant charger toutes les valises dans les voitures. Tout y est? Non, non, il en reste. Et c'est un convoi avec gyrophare qui rapporte la drogue à la caserne. Attends, n'en sors pas plus. On va faire une chaîne. Il y a 57 valises exactement. Au total, 1,7 tonne de résine de cannabis. La deuxième prise jamais réalisée par cette unité. Les trafiquants ont perdu beaucoup d'argent, plus de 2 millions d'euros. La Guardia Civile va détruire cette drogue. En revanche, il lui arrive de conserver les voitures prises aux trafiquants. Ce 4x4 est d'ailleurs devenu la voiture de fonction du lieutenant Pablo. Vous profitez un peu du trafic, non? Non. On profite de ce que les délinquants nous donnent, des cadeaux qu'ils nous font. C'est leur pourcentage de participation dans la lutte contre la drogue. Ils nous offrent leurs moyens, il faut bien les prendre, non? Dans le détroit de Gibraltar, le trafic, c'est une industrie, avec ses producteurs, ses transporteurs et même ses marques, comme au supermarché. Tu vois sur les paquets? C'est la marque Papi. Ces marques permettent au réseau de distinguer leurs marchandises lorsqu'ils partagent un Zodiac. Chaque producteur impose sa marque comme le ferait Nestlé. Papi, j'avais jamais vu ça avant. Mais bon, peu importe. Ça ne nous mènera nulle part de toute façon. On dirait que ça sort tout droit d'une entreprise de chocolat. Oui. Mais ça, c'est du chocolat indigeste. Vous allez communiquer ces éléments à la police marocaine? Non. Non, nous on réalise nos interventions et c'est tout, rien de plus. Mais il n'y a pas d'investigation au Maroc? Mais au Maroc, ils ne peuvent faire aucune investigation. Ils peuvent juste compter s'il leur manque un Zodiac. Rien de plus. C'est la seule chose possible. Il n'y a pas d'éléments pour eux pour le moment. En 2007, un quart des saisies mondiales de hashish ont été réalisées dans le sud de l'Espagne. Résultat, la drogue s'amoncelle. Retour au port d'Algeciras. En poste depuis 30 ans,
le capitaine Luis, chef de la Guardia Civile, n'a jamais vu autant de drogue que ces dernières années. Pour entreposer toutes les saisies du détroit de Gibraltar, les autorités espagnoles ont donc décidé de se doter d'entrepôts ultra sécurisés. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de filmer l'un de ces dépôts de drogue de la côte d'Andalousie. Ce que je ne veux pas, c'est que vous filmiez l'emplacement de ce dépôt, d'accord? Nous sommes dans l'un des endroits les mieux gardés du détroit de Gibraltar, en permanence sous surveillance vidéo et humaine. Quand on entre, l'odeur prend tout de suite à la gorge. Ce jour-là, dans ces sacs blancs, près de 4 tonnes de hashish attendent d'être détruites. Valeur de la marchandise sur ces étagères, plus de 5 millions d'euros. Et pour le capitaine Luis, le trafic comme les saisies ne sont pas prêts de s'arrêter. Il faut être bien conscient que nous avons en face le premier producteur mondial de hashish, à seulement 14 km de chez nous. Avec une telle proximité, le trafic se fait très rapidement et bien entendu d'une manière très sûre pour eux. Ce qu'il y a dans ce dépôt, ce n'est rien, rien comparé à ce qui a été détruit toutes ces dernières années. Rends-toi bien compte d'une chose. Ici, on détruit 1,5 tonne de drogue chaque semaine. Pour comprendre comment de telles quantités de drogue parviennent à quitter les côtes marocaines, notre enquête va nous mener à Nador, une importante ville côtière à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est du détroit de Gibraltar. Sur place, nous irons de surprise en surprise. C'est à partir de cette zone que les trafiquants font partir les plus grosses cargaisons de drogue à destination des côtes espagnoles. La côte recèle de nombreuses criques, des caches idéales pour les embarquements discrets. Ici, c'est un secret de polichinelle, mais rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Chakib Al-Kayari est président d'une association locale de défense des droits de l'homme. Avec le maire de Beni Chiker, une petite commune toute proche de Nador, ils veulent dénoncer ce qui se passe dans cette région. Cette commune connaît beaucoup de problèmes liés à la drogue. Et il y a le trafic des Zodiacs qui part vers l'Europe, chargé par le cannabis. Ah, monsieur Toufalé, comment allez-vous? Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Chakib Al-Kayari nous présente le maire de Beni Chiker. Tahar Toufali est un opposant au gouvernement de Rabat. Cet élu local est considéré comme le chevalier blanc de la lutte antidrogue dans la région. Il accuse l'État de trop fermer les yeux sur le trafic dans le détroit. Et puis voilà, on fait un peu... Le rôle des pouvoirs publics, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme alternative pour stopper la drogue, pour stopper l'immigration? Il ne fait rien investir, aucun effort. Vous savez, la drogue dure se vend dans les routes ici, là. Et le hashish, d'ailleurs, qui a fait des ravages. Mais qui agit en conséquence? La côte au nord du Maroc serait-elle une zone d'impunité pour les trafiquants? Le maire veut nous le prouver. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Un poste de force auxiliaire dans la main. En haut de ces falaises, une tour de guet sur laquelle flotte le drapeau marocain. Ici, l'armée est donc bien présente. D'ailleurs, l'un des militaires chargés de surveiller le littoral se met rapidement à nous observer. Si des Zodiacs partent d'ici, ce militaire les a vus, forcément. Est-ce que vous avez déjà vu des grands Zodiacs de contrebandiers ici? Non, j'en ai jamais vu. Je suis nouveau ici. Donc, il est nouveau, il n'est pas encore expérimenté ici, donc... Vraiment? Tu n'as jamais vu de bateau chargé de hashish? Je vous jure. Dieu m'est témoin, vraiment. J'en ai jamais vu. Walou. Donc il l'a jamais dit, quelqu'un.
Mais pas de chance pour ce militaire. Quelques minutes plus tard, en plein dans sa zone de surveillance, il y a bel et bien quelque chose qu'il aurait dû remarquer. C'est un Zodiac. Sous nos yeux, à 400 mètres du rivage, fonce l'un des fameux Zodiacs utilisés habituellement par les trafiquants de drogue. Voilà. Ça, c'est un Zodiac de 14 à 15 jusqu'à 16 mètres. Donc, il amène la drogue. On a vu qu'il passe par ici, en présence d'un agent de force auxiliaire. Donc, les forces auxiliaires ils sont ici. On a déjà passé par l'autre côté. On a vu les bateaux, toutes les autorités là-bas. Et devant les pêcheurs, les pauvres pêcheurs ici, ils les voient. Donc, devant la vue de tout le monde, on voit les Zodiacs qui amènent la drogue. Et quand on dit ça, il dit que nous sommes contre le pays. Donc, on doit comprendre. D'après nos guides, ce hors-bord ne doit pas se cacher très loin. Alors nous décidons de partir à sa recherche. Les Zodiacs, ils sont là. Oui, regarde. Regarde combien de Zodiacs. Le maire et Chakib Al-Kayari n'en croient pas leurs yeux. Au bout du chemin, le spectacle est édifiant. Il y a un stationnement là-bas. On le voit d'ici, d'autres là-bas. Au fond de cette crique, des Zodiacs. Ce sont des trafiquants. Ici, ils sont chez eux. Aucun doute, eux seuls peuvent se payer de tels bateaux équipés de 3 ou 4 moteurs de 250 chevaux chacun. Des hors-bords qui valent près de 200 000 € pièce. Cette crique est une base pour réparer et entretenir les Zodiacs et surtout faire le plein de carburant. Les trafiquants ont repéré notre caméra. Certains cachent leur visage avec les moyens du bord. Pourtant, ils n'ont rien à craindre. Pas un militaire ne vient les déranger. On va là, viens, viens. On dirait qu'on se prépare à la conquête. On se prépare à la conquête de l'Europe. C'est honteux quand même. C'est honteux d'héberger ce genre de trucs-là. Pour un pays qui se veut plus démocratique, un pays qui se veut plus en plein compétitivité, en pleine construction, que se voit devant cette honte. Vraiment, je dis que c'est une honte d'héberger ça. Une honte, un scandale aussi, cette plage couverte de bidons d'essence vides, abandonnée par les trafiquants. Devant le spectacle de ces hommes qui opèrent dans la baie sans être inquiétés, le maire de Bénichiker porte de graves accusations. Moi, je ne crois pas que les pouvoirs publics ignorent ces actions. Non, pas du tout. Sinon, il n'y a pas de pouvoirs publics ici. Ils sont absents. Moi, je ne peux pas dire, ce sont des questions d'ailleurs que je pose. Est-ce que les pouvoirs publics ne savent pas ça? J'ai dit non. Vraiment, c'est la honte. C'est la honte. Hop, 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 hop. Depuis qu'il est élu, le maire a écrit 15 lettres pour demander au pouvoir public d'intervenir. En vain. Le lendemain matin, retour sur place. Mais une mauvaise surprise attend Chakib Al-Kayari. Et hop, ils ne sont pas ici. Ils ont parti. Ils ont été alertés ou quoi? Seuls des enfants de pêcheurs jouent sur la plage. On va parler avec ces deux-là, puis les autres. Hey. Où sont passés les Zodiacs? Où est-ce qu'ils sont les Zodiacs? Quel Zodiac? Chakib Al-Kayari insiste. Les adolescents finissent par reconnaître avoir vu les Zodiacs la veille. Ouais, on les a vus, bien sûr. À quoi ils servent ces Zodiacs? Pour la drogue? Il y en avait une vingtaine hier. On sait pas, en tout cas, c'était pas des Zodiacs pour la pêche. Les adolescents n'en diront pas plus. Nouvelle tentative pour obtenir des explications, mais cette fois-ci avec des pêcheurs qui vivent de l'autre côté de la crique. Est-ce que vous avez vu les Zodiacs? Je ne sais pas. Ils appartiennent à qui? À des gens. Quels gens? Des pêcheurs? Moi, je ne veux rien savoir. J'ai des enfants.
Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui vont et qui viennent. Et moi, je ne veux rien savoir. Difficile de faire parler les habitants du coin car le trafic nourrit l'économie locale. Sur la plage, ces femmes qui lavent du linge. Elles gagnent leur vie grâce aux trafiquants. Quelqu'un brise enfin la loi du silence. Est-ce que vous avez vu les bateaux qui étaient là hier soir? Oui, j'ai vu les bateaux. Ils viennent ici plusieurs fois par semaine. Oui, ça m'arrive de travailler pour eux. Je lave leur linge, leur couverture, et les pêcheurs leur donnent de la nourriture. Mais alors, que font les autorités marocaines pour contrôler les côtes? À 1 heure de mer, le port de Nador. C'est le quartier général de la gendarmerie maritime marocaine. Sur le quai, quelques prises de guerre. Signe que des trafiquants sont bel et bien arrêtés. Nous avons demandé à ces gendarmes de retourner dans la crique où les Zodiacs étaient stationnés la veille. Et ils ont accepté de nous y emmener. Direction le cap des Trois Fourches. Pour s'approcher de la crique, le chef de la patrouille, un colonel, change d'embarcation et monte sur un Zodiac. Quelques minutes plus tard, la fameuse crique est en vue. Mais la surprise, le pilote s'arrête juste à l'entrée de la passe. Raison invoquée, leur embarcation est beaucoup trop neuve, selon le colonel. Là, pour le besoin de la mission. Oui. C'est la première fois qu'il est mis à flot. L'officier craint pour son Zodiac. Selon lui, il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Vous n'avez pas un sonar? Non. Pour calculer la profondeur, non? Non, non. Est-ce qu'on peut essayer de s'approcher un peu? Un peu? Silence gêné du colonel et des marins. Nous, on a vu des Zodiacs passer comme ça et il n'y avait pas de problème pour la profondeur, pour le tirant d'eau. Nouveau silence. Parce que là, il n'y a pas de rocher, là. C'est là-bas qu'elle est. Pas un sondage, tu vois. Il n'y a pas un sondage pour... C'est pour vous. Il y a des rochers comme ça, oui. Ça veut dire que pour rentrer là, il faut vraiment bien connaître... Oui, le terrain comme ça. Oui. Nous n'irons donc pas plus loin, même si de gros Zodiacs, ceux des trafiquants, passent par ici. Manifestement, les gendarmes ne sont pas très curieux. Les trafiquants de cette crique ne sont pas près d'être inquiétés. Quoi qu'il en soit, sur 1000 tonnes de résine de cannabis produite annuellement dans le pays, les autorités marocaines disent en saisir une centaine. Mais dans le détroit de Gibraltar, le trafic le plus spectaculaire ne concerne pas tant la drogue que celui des immigrés. Au Maroc, le salaire moyen est de 250 € par mois. Beaucoup rêvent d'une vie meilleure. Ils tentent donc de franchir le détroit en se cachant dans des véhicules, très souvent dans des conditions périlleuses et inimaginables. Par exemple celui-ci. Il a fait tout le trajet dans la boîte à gants. Un autre qui s'est enterré sous des planches stockées dans le coffre. Et regardez bien cette photo. Ce clandestin est dissimulé dans la structure du siège conducteur. La banquette arrière, c'est un grand classique. Mais arriver à se cacher dans le moteur d'une voiture, c'est à peine croyable. Mais il y a plus périlleux encore. Certains clandestins tentent la traversée dans des embarcations de fortune, au péril de leur vie. Nous revoici côté espagnol, à Tarifa. Allô, je confirme, on sort en mer. On quitte le port.
Chaque semaine, le capitaine des sauveteurs en mer, Juan Carlos, s'entraîne au large. Avec ses hommes, ils sont les secouristes du détroit de Gibraltar. Là, ce ne sont pas les mêmes conditions que lors d'une vraie opération. D'habitude, avec le mauvais temps, c'est plus compliqué. Leur mission, sauver des hommes, des femmes, des enfants, des familles venus de toute l'Afrique qui tentent la traversée du détroit en payant des passeurs. Les clandestins s'entassent à plusieurs dizaines sur des pateras, des barques en bois. Beaucoup d'entre eux ne savent pas nager. Après plusieurs heures de traversée sans boire ni manger, ils sont déshydratés, frigorifiés. Ceux-là ont de la chance. Parfois, ce sont des corps sans vie que les sauveteurs retrouvent. Quand tu récupères des cadavres, c'est dur. Parce que quand ce sont des cadavres qui sont restés longtemps en mer, c'est un peu difficile. Ce que tu vois, c'est plus une personne. Tu la vois en décomposition. Et ça, c'est sans doute la chose la plus terrible que tu puisses voir. Et ce qui est dur aussi, c'est quand tu vas sauver une patera avec 60 ou 70 personnes à bord, avec des petits-enfants et des femmes. Le moment le plus dangereux, c'est quand ils montent sur notre bateau. Quand ils sont sur notre bateau, ils se demandent ce qui va leur arriver. Va-t-on en Espagne ou ailleurs ? On ne peut pas leur dire qu'à l'arrivée en Espagne, la Guardia Civile sera là. Sinon, ça causerait beaucoup de panique à bord. Donc, on leur dit qu'on va à Tarifa, que la Croix-Rouge va leur donner des vêtements, à manger, de l'eau. À aucun moment, on leur dit qu'ils vont se faire arrêter. Parce que si on leur disait, ils pourraient se révolter à bord. Imagine-toi. Parfois, ils sont 50. Nous, on n'est que 3. S'il y avait une mutinerie, c'est notre plus grande préoccupation. En 2007, Juan Carlos et ses hommes ont réalisé une 60aine d'interventions dans le détroit de Gibraltar. Plus de 500 personnes ont ainsi pu être sauvées. Impossible de savoir combien d'immigrants tentent cette traversée chaque année. La mer, elle, a rendu 130 cadavres l'an dernier. Ceux qui réussissent tentent leur chance en Europe, jusqu'au jour où l'envie d'un retour au pays est trop forte. Il faut alors repasser le détroit, dans l'autre sens, et toujours sans papier. Or, pour sortir d'Europe, il faut franchir des contrôles. Au port d'Algeciras, le voyage retour a pris fin dans cette salle d'embarquement pour 200 papiers marocains. Eux doivent rester ici. Ils sont détenus car ce sont des clandestins illégaux. Juan, le douanier du port, nous avait montré comment il arrête des passeuses de drogue, les vagineras. Aujourd'hui, il vient d'interpeller ces 2 clandestins. Sans papier, ils s'apprêtaient à quitter l'Espagne pour rentrer au Maroc. Arrivés clandestinement il y a 1 an, ils ont vite déchanté. Pourquoi avez-vous décidé de retourner dans votre pays? Parce que ça y est, il n'y a plus de travail. Tes amis ont arrêté de te faire travailler? Oui. Et pour lui, c'est pareil? C'est pareil. Au Maroc, beaucoup de gens racontent qu'en Espagne, il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais en fait, une fois sur place, il n'y a rien du tout. Et si t'as pas de papier, t'as encore moins de travail. Une saison de travail agricole dans le sud de l'Espagne pour un salaire de misère a brisé leur rêve européen. Je veux retourner au Maroc. C'est terminé tout ça. J'ai pas vu ma mère, mon enfant d'1 an, ma fiancée, mes frères, depuis 1 an. Pourquoi? Quel malheur. J'ai pas eu de chance. Ma mère m'a dit reviens au Maroc. Tes amis, ceux qui t'ont fait venir, ont profité de toi. Eux, ils gagnent de l'argent grâce à toi, mais toi non. Tu comprends? Alors vont-ils rester en Espagne, mais en prison cette fois-ci?
Aujourd'hui, ils prennent un bateau et on les remet à la police marocaine. Allez, laisse-moi partir pour rentrer au Maroc. Tranquille, quoi. Bah voyons, sans problème. Au Maroc, ils vont aller en prison? Je crois que non. Quand ils arriveront là-bas, ils seront laissés en liberté. Pour les clandestins, l'Espagne n'est plus une terre d'accueil. Mais une catégorie reste non expulsable, ce sont les clandestins mineurs. C'est la loi en Espagne. Les familles d'Afrique du Nord l'ont bien compris. Alors de plus en plus d'enfants franchissent le détroit, illégalement, car ils savent qu'ils vont pouvoir rester en Espagne et même obtenir automatiquement un titre de séjour. Les autorités espagnoles ont donc été obligées de créer des centres pour les accueillir. Dans ce collège d'Algeciras, 600 enfants clandestins sont amenés par la police chaque année. Ils ont presque tous traversé le détroit dans un ferry caché sous un camion. Ils l'ont même dessiné sur les murs de l'école. 90% de ces enfants sont marocains. Ils sont mineurs et c'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas leur visage. Ici, ils sont entièrement pris en charge jusqu'à leur majorité. Quand ils passent à table, certains d'entre eux savent à peine manier couteau et fourchette. Voilà, la prochaine fois, c'est toi qui le feras, d'accord? Oui. Vous faites quoi? Je leur montre parce que celui-ci est nouveau et il ne sait pas décortiquer le poisson. Donc je lui apprends à le faire pour qu'il ne mange pas avec les mains. Tu regardes aussi comment je fais? Comment ont-ils l'habitude de manger? Oh, ils ont pour habitude de manger avec les doigts, avec les mains. Voilà. Merci beaucoup. Âgés de 11 à 18 ans, ils peuvent passer plusieurs années ici et leur famille leur manque. Ils n'ont droit qu'à quelques coups de fil le week-end à leurs proches. Alors pour rappeler le pays, il y a la musique. Le soir, quand je me couche, je pense à ma mère et à mon père, et je pleure un peu. C'est très difficile d'avoir quitté mes parents pour venir en Espagne. Maintenant, ici, je ne parle presque plus à ma mère et à mon père, seulement au téléphone de temps en temps. On n'a qu'une mère et qu'un père. La majorité d'entre eux viennent de familles modestes. Parmi eux, quelques enfants des rues. Certains de ces adolescents ont choisi de partir de leur propre initiative. D'autres y ont été incités par leur famille. Au fond, les familles, ce qu'elles veulent vraiment, c'est qu'ils viennent en Espagne, travaillent et leur envoient de l'argent, parce que financièrement, pour elles, ça ne va pas. Donc les familles, ce qu'elles disent, c'est n'y va pas, mais vas-y quand même et envoie-nous de l'argent quand tu peux. Des centres comme celui-ci, il en existe dans toute l'Espagne. Le projet du gouvernement pour ces enfants, c'est qu'à leur majorité, ils soient intégrés dans la société espagnole. Ils doivent donc être scolarisés. Et comme ils ne parlent qu'arabe, ils commencent par apprendre l'espagnol. Donnez-moi un nom commun. Une femme. Une femme, très bien. Mais femme, c'est masculin ou féminin? Féminin. Très bien. Féminin... Singulier. Singulier, très bien. Ces enfants marocains n'ont qu'une obsession, faire leur vie en Espagne. Pourquoi apprenez-vous l'espagnol? Pour travailler, pour beaucoup de choses, pour pouvoir parler avec les gens, chercher un travail. Si tu ne parles pas espagnol, tu ne peux pas travailler ici en Espagne. Si je parle espagnol, je pourrais travailler. Je veux travailler pour envoyer de l'argent à ma famille. Au Maroc, la plupart de ces enfants avaient déserté depuis longtemps les bancs de l'école. Ils travaillaient. Certains d'entre eux ont passé leur scolarité à la mosquée. Khalid a 17 ans. Il est là depuis un an.
Il a quitté le Maroc pour changer de vie. Là-bas, son père est agriculteur. Ali, tu avais une douche dans ta maison? Non, dans ma maison, non. Comment tu faisais pour te laver chez toi? C'était pas dans ma maison. Il y avait un endroit dans la rue qui s'appelle le hammam. Tu peux te laver et te doucher pour 50 centimes. Aujourd'hui, comme n'importe quel enfant espagnol, Khalid dort dans un lit. Comment était ta chambre au Maroc? C'était différent. Là-bas, je dormais sur le sol, avec une couverture comme celle-là, mais par terre, sans lit. Je dormais avec mon père, ma mère et mon frère, dans une même pièce, tous ensemble, comme ça. Pour Khalid, cette vie est derrière lui. Il est convaincu que son rêve européen a commencé. L'Espagne, c'est très bien. Il y a beaucoup de travail. C'est très propre. Les gens sont gentils. Les policiers sont gentils. Au Maroc, si tu te bats et que tu n'as pas d'argent, la police peut te mettre en prison. Si tu es pauvre et que tu es pris dans une bagarre, tu vas en prison. Mais si tu as de l'argent, alors tu le donnes à la police et ils te laissent tranquille. Au Maroc, mes voisins ont 18 ans. Ils conduisent une belle voiture, ils vivent en Espagne, ils gagnent beaucoup d'argent. Moi aussi, je veux faire comme eux. Le passage du détroit de Gibraltar a bouleversé le destin de ces enfants, pour le pire ou pour le meilleur. Mais cette route de l'espoir peut aussi aboutir à l'impasse, à la prison. Pénitencier d'Algeciras, voici la prison du détroit. Construite en 2000, elle est située à seulement 4 km des côtes. 1600 hommes et femmes de toutes nationalités y purgent des peines de 6 mois à 30 ans de prison. Ici, les Marocains constituent le premier contingent de détenus. La musique marocaine résonne souvent dans cette prison. Ce pénitencier est l'un des plus modernes et l'un des plus grands d'Espagne. Gymnase, piscine, salle de musculation où les prisonniers peuvent se défouler. Un des habitués de ce gymnase, c'est ce détenu, un gros trafiquant de hashish emprisonné depuis 9 ans. Après un entraînement, tu te sens bien avec toi-même. Tu manges mieux, tu dors mieux. C'est une sorte de libération. Je suis ici pour trafic de hashish. Je me suis fait prendre dans un véhicule chargé de 700 kilos. Francisco Marquez connaît bien les prisons espagnoles. Il y a 30 ans, il a commencé comme gardien. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce pénitencier. Le directeur monte. Bien reçu. Là-bas, c'est un quartier d'Algeciras. Derrière, c'est le centre-ville et le détroit dans la continuité. On est très proche de la population. Hein. C'est de là-bas que viennent vos prisonniers? Oui, oui, énormément de prisonniers viennent du détroit, de là-bas. Et la prison vit donc au rythme du détroit de Gibraltar. Il y a des pics d'incarcération qui correspondent à la période des vacances, comme Noël ou l'été. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes traversent le détroit. Et c'est là qu'ils se font prendre. C'est ce qui explique l'augmentation des délits et des incarcérations. Pendant ces périodes, avec ses 2000 détenus, le pénitencier d'Algeciras est surpeuplé. À 150 mètres de la tour de sécurité, le département des Européens. La plupart d'entre eux ont été arrêtés en rentrant du Maroc. Lorsque nous les avons filmés, il y avait 51 Français. Ça va?
Voici Stéphane, un Français d'une vingtaine d'années. Il a été condamné à 3 ans et 2 mois de prison pour trafic de drogue. Il dit être victime d'un coup monté. À son insu, des Marocains auraient caché près de 30 kilos de hashish dans sa voiture, interceptée par les douaniers espagnols. Voici sa version des faits. Sur la route, j'avais déjà un problème de chauffage en fait, avant de partir là-bas. Et je me suis retrouvé que j'ai voulu aller faire réparer mon chauffage alors que j'étais complètement sous. Et on a mis du shit dedans, on m'a dit ouais t'inquiète pas, je t'ai fait un système bien, faut pas que l'air à la rentre et tout, le chauffage, pas de problème. Et en fait, quand je suis arrivé à Tarifa, voilà, ils m'ont bloqué avec du shit. Toi tu dis que quoi, que tu ne savais pas qu'il y avait du shit dans ta voiture? Je savais pas qu'il y avait du shit dans ma voiture. T'es sûr? 28 kilos. Mais qu'est-ce que tu ressens alors? Hein? Qu'est-ce que tu ressens? La justice, parce qu'ici ils font même pas d'enquête. C'était pas tellement porte-bonheur toi, Gibraltar. Ah non. Non, pas du tout, on va dire. La vie de Stéphane s'est arrêtée dans le détroit de Gibraltar, mais aussi celle de ses proches. Nous sommes en février. Sa sœur et sa mère arrivent de France. Elles ont fait 2000 km de route. On est parti avec la neige, on est là au soleil. On est parti avec -5, -10. Et on arrive ici, il fait presque 20 degrés et puis il y a le soleil. Alors on a changé de monde en quelques heures. Aujourd'hui, c'est la première fois que cette femme rend visite à son fils depuis son arrestation en octobre dernier. C'est dès le départ, quand on a su qu'il était incarcéré, ça a été le comment aller le voir, comment trouver une solution. Est-ce qu'on va bien nous accorder un droit de visite? Mais faire autant de kilomètres pour le voir, non, on n'a pas hésité. On lâchera la pression tout à l'heure, ça fera du bien. Dans quelques minutes, elles vont enfin retrouver Stéphane. C'est très dur, je n'aurais jamais, comme beaucoup de gens, hein, ça ne m'arrive pas qu'aux autres. Hein, j'aurais jamais pensé venir un jour voir mon fils en prison. Mais bon, hein, on n'est pas à part, hein, c'est ça, et puis on prend beaucoup sur nous, Les deux femmes veulent aussi en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé au Maroc. Elles vont pouvoir parler à Stéphane en tête-à-tête pendant 1h30. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ta maman par là? La honte. La honte d'être en prison, quoi. Ça fout les boules que sa mère elle vienne nous voir en prison, quoi. Ça fout vraiment les boules, quoi. Ça c'est la merde. Après cette visite à son fils, la mère de Stéphane s'interroge. Elle a du mal à croire à sa version des faits. Oui, j'ai douté parce que je me dis, la vérité, il est le seul à le savoir. En même temps, je dis, bon, l'appât du gain n'est pas interdit à tout le monde. Et puis après, j'ai dit, bon, bah maintenant, de toute manière, la vérité, on ne la saura jamais. Vrai, faux, responsable, pas responsable. S'il paye pour quelque chose qu'il a fait, bah, qu'il paye. S'il paye pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est dommage, mais peut-être qu'il lui mettra un peu de plomb dans la tête. S'il paye. Remarque surprenante de la part d'une mère, mais peut-être pas tant que ça, car dans la cour de la prison, ils se disent tous innocents. Ce qui fait franchement sourire ce caïd, l'homme à l'anorak rouge. C'est pas des trafiquants ces gens-là, tous ces gens-là, c'est pas des trafiquants, c'est pas des gangsters, c'est rien du tout. C'est des opportunistes qui travaillent, et puis un jour, tiens, on va faire 10 kilos de shit parce que ça, on va gagner 5-6 000 €. C'est tout ça. Quand ils arrivent là, ils disent tous, ah, je suis en prison, t'es en prison, il ne faudrait pas faire de la chiche. Et après, par contre, ils se posent en victime. Alors là, après, c'est des victimes. Et c'est qui la victime? Lui, il dit qu'il est innocent. Il n'a rien du tout d'innocent. Lui, il n'est pas innocent, il n'y en a aucun. Victime de quoi? Lui, c'est Stéphane. Pour le détenu en rouge, il est forcément coupable, comme les autres. Moi, je m'en fous, tout ça, je connais toutes ces histoires. Fin de promenade pour ces prisonniers. Nous n'aurons pas le temps d'en demander plus à Stéphane.
n'a pas l'impression de décoller, là, ça va. À quelques minutes du retour vers la France, la mère de Stéphane éprouve un sentiment de tristesse. On a l'impression de laisser quelque chose, d'avoir oublié quelque chose. De l'abandonner, ouais. Je dirais pas abandonner, mais on laisse quelque chose là, on laisse quelque chose. Et tant que ce quelque chose, ce quelqu'un sera là, notre esprit ne sera pas tranquille, quoi. Donc là, on lui a souhaité d'avoir du courage et de penser à l'avenir et puis de se reposer un petit peu, quoi, de penser un peu que voilà, toute chose a une fin et qu'on lui souhaite une bonne fin sur cette malheureuse histoire. Pour la famille de Stéphane, il faut rentrer en France. Stéphane, le jeune Français tombé dans les pièges du détroit de Gibraltar, a été transféré avant l'été à la prison de Saragosse, plus proche de la frontière française et de sa famille.